Vous êtes en retard. Vous pensiez quoi, qu'on allait vous attendre indéfiniment? Que nenni, jeunes gourgandins et gourgandines. Le temps n'attend personne. Bienvenue à bord de l'Universalis, j'espère que vous avez réglé vos montres, parce qu'aujourd'hui, on s'attaque au temps. Le temps. Un adversaire implacable, impitoyable, qui vous accompagne à chacun de vos pas, au moindre de vos souffles. Il peut permettre à une fleur de s'épanouir, à une petite fille de devenir une magnifique femme. Mais il est également celui qui maltraite, qui mutile et qui tue. Eh oui, bien trop souvent, le temps est davantage un croque-mitaine auquel on voudrait échapper qu'un ami réconfortant qu'on souhaiterait serrer dans ses bras. Il est donc tout naturel que bien des gens, auteurs, illustrateurs et même des millions d'autres personnes bien au-delà du domaine des artistes, aient déjà rêvé de pouvoir se jouer du temps. Bizarrement, le thème du temps n'est pas le plus fourni, il n'en existe pas une infinité de variations. Le premier cas, bien évidemment le plus célèbre, c'est celui du... Qui n'a jamais rêvé de voyager dans le temps, pour aller visiter des époques du passé dont on ne sait rien, pour observer les dinosaures, pour se tataner avec les nazis ou les gangsters, pour visiter des civilisations futures? Inutile de lever la main, c'est qu'une vidéo je peux pas vous compter. Évidemment que tout le monde en rêve. N'importe qui possédant un soupçon de curiosité adorerait savoir ce qui s'est passé autrefois, ou découvrir ce que l'avenir nous réserve. Et d'autres essaieraient d'améliorer leur vie grâce à ces découvertes. Le voyage temporel est quelque chose d'assez commun dans la SF. Inutile de citer davantage la trilogie Retour vers le futur, où le savant Doc Brown invente une DeLorean capable de jumper à n'importe quelle époque, à condition d'atteindre les 88 miles à l'heure. Mais ce thème est également abordé dans de nombreuses séries. Pas toujours de la manière la plus fine qui soit d'ailleurs. Il peut être totalement anecdotique au sein d'une saga, comme pour les séries Yoko Tsuno ou Blake et Mortimer, qui contenaient tous deux au moins un tome avec une machine à voyager dans le temps, ou de la même manière dans la série Dragon Ball. Et oui, c'est bien ce genre de machine qui a permis à Trunks adulte de revenir dans le passé. Mais il y a aussi les licences qui ont fait du voyage temporel leur thème principal, telles que la série Doctor Who, qui nous fait explorer l'espace et le temps en compagnie du Docteur, un extraterrestre âgé de 900 ans, enfin 900 ans il les avait au tout début. Là si je me trompe pas, depuis le reboot de la série, il s'est quand même pris pas mal de siècles en rap dans la tronche. Mais revenons plutôt au tout premier roman s'intéressant à ce thème. La machine à explorer le temps de H.G. Wells, en 1895, va confronter un inventeur, qui n'est jamais nommé en fait. Alors oui, j'ai pas lu le bouquin, donc je peux pas vous l'affirmer à 100%, mais visiblement le gars n'est jamais nommé. Bref, suite à une arrivée assez remarquée dans la maison d'un savant, cet inventeur va leur raconter son histoire. Après avoir créé une machine à voyager dans le temps, il s'est rendu en l'an 802 701. Pourquoi à cette époque précisément? Aucune idée. Mais en y arrivant, il se rendra compte à quel point les humains ont dégénéré, devenant deux espèces distinctes, les Eloïs, simplets, nabots et androgynes, et les Morlocks qui vivent sous terre et se font des steaks d'Eloïs chaque fois que la nuit tombe. Cette simple histoire pourrait sembler assez banale, mais replacée en son contexte, il s'agissait d'une critique assez acerbe et violente à l'intention de la lutte des classes. Pour Wells, continuer dans une telle voie ne pourrait qu'être destructeur pour l'humanité tout entière. Cette critique sera d'ailleurs reprise de nombreuses manières différentes, et notamment dans la planète des singes. Plus au-delà de la critique est venue l'interrogation scientifique. Si on pouvait vraiment voyager dans le temps, quelles en seraient les conséquences? Car oui, chacun de nous est au courant des possibles paradoxes qu'induirait le voyage temporel. Si ce n'est pas le cas, je vous propose d'aller jeter un œil à l'épisode d'Y penser sur le sujet. C'est très intéressant, je vous assure. Car oui, imaginons que je possède une machine à voyager dans le temps, et que je m'en serve pour aller tuer Hitler avant qu'il n'accède au pouvoir. Vous imaginez les conséquences? J'empêcherai la Seconde Guerre mondiale, la Shoah, ainsi que toutes les horreurs qui ont été causées par ce cher Adolphe. Mais du coup, je reviendrai dans quel monde? Alors oui, j'aurais empêché le monde de subir l'Holocauste, j'aurais sauvé les vies de millions de personnes, ça serait cool. Mais les conséquences, bordel! On n'aurait jamais eu le procès de Nuremberg. Peut-être même que nous n'aurions aucune empathie à l'égard des Juifs. Car oui, ça on a tendance à l'occulter, mais avant la Seconde Guerre mondiale, la majeure partie du monde et de l'Europe était ultra antisémite. C'est après qu'on se soit rendu compte de ce qu'on leur avait fait subir qu'on a commencé à éprouver de l'empathie à leur égard. Eh ouais, c'est moche, mais c'est comme ça. Donc s'il n'y avait pas eu Hitler, dans quel monde est-ce qu'on vivrait? Ce pourrait être un monde meilleur ou un monde pire.
Mais quoi qu'il en soit, ce ne serait plus notre monde. Car modifier le passé modifie également l'avenir. Même en passant outre les différents paradoxes. Les conséquences de la modification temporelle, c'est un problème qui a déjà été abordé dans Retour vers le futur, où après avoir accidentellement empêché son père de rencontrer sa mère dans les années 50, Marty McFly va progressivement disparaître de la réalité. Car sa mère n'est pas tombée amoureuse de son père, et si les choses restent en l'état, Marty ne naîtra jamais. Ça en devient même le moteur de l'intrigue dans L'effet papillon. Ici, un jeune homme ayant souffert toute sa vie de troubles de la mémoire se verra capable, en relisant son journal intime sur ces périodes, de voyager dans le temps, afin de pouvoir modifier ce qui s'y passe. Cependant, à chacune de ses actions découlera une réaction, plus ou moins négative pour son avenir. C'est un peu le même principe avec Looper. Dans ce film, l'intrigue se déroule en 2040. 30 ans après cette date sera inventée une machine à voyager dans le temps qui sera aussitôt considérée comme illégale. Logique quand on voit quelles conséquences ça peut avoir de modifier le passé. Manque de bol, la machine sera récupérée par la mafia, qui fera disparaître ses cadavres en les renvoyant 30 ans dans le passé, afin qu'ils soient éliminés par des loopers. Des tueurs à gages spécialisés dans l'élimination de victimes n'ayant officiellement jamais existé. Sauf que, contrepartie désagréable, un looper n'achève son contrat qu'une fois sa boucle bouclée. C'est-à-dire quand la mafia du futur lui balance son propre avenir à exécuter. Sauf qu'évidemment les choses ne se passent pas comme prévu, et le héros verra sa boucle lui échapper. Ce qui fera des deux exemplaires un individu à capturer à tout prix, mort pour le vieux, vivant pour le jeune. Car oui, les deux étant techniquement la même personne, ce qui arrive au jeune se répercute sur le vieux. Par exemple, si le jeune se charcute le poignet, le vieux découvrira une cicatrice qui vient d'apparaître sur son bras. Bon après, quand on voit certaines extrémités, on peut se dire « Mais attends, s'il lui est arrivé ça, comment il a pu continuer son chemin, voyager dans le temps, etc. » Ça a l'air d'une incohérence, ouais. Pourtant, ça vous a pas dérangé dans Retour vers le futur. À partir du moment où Marty empêche ses parents de se rencontrer, il devrait disparaître aussi sec. Et du coup, s'il a disparu, il ne devrait pas pouvoir remonter dans le temps, et du coup ne jamais les empêcher de se rencontrer. Paradoxe. C'est une manière de contourner le problème, et tant que le film respecte ses propres règles, à mon sens, il n'y a pas de problème avec ça. C'est aussi le cas avec la web-série du Visiteur du Futur, qui elle aussi joue à sa sauce avec les paradoxes. Par exemple, dans la saison 2, l'équipe parvient à empêcher un cataclysme de se produire, sauf que dans l'épisode suivant, la catastrophe réapparaît dans le futur, parce que le personnage responsable, qui vit dans le présent, a fini par rejoindre la causalité qui provoquera au final cette catastrophe. Et théoriquement parlant, ça tient pas. Le cataclysme en question ne devrait jamais s'arrêter. Mais là encore, c'est une manière de voir les choses. Le voyage temporel est et sera toujours une hypothèse, tant qu'on n'aura pas le pouvoir de voyager à d'autres époques pour de vrai. Et tant que c'est pas le cas, du moment que la série respecte ses propres règles, ça passe. A l'inverse, on a une énorme incohérence temporelle dans Retour vers le futur 2. Et je sens que je vais me faire haïr pour avoir détruit un mythe parfait aux yeux du peuple. Donc si jamais vous n'avez pas vu les épisodes 1 et 2 de Retour vers le futur, sautez à ce timecode parce que je vais méchamment vous spoiler. Alors que Marty et Doc Brown débarquent en 2015, Marty acquiert l'Almanach des sports, qui contient les résultats de l'intégralité des matchs de tous les sports du siècle dernier. Manque de bol, le vieux Biff Tannen s'en empare et profite de l'absence de nos héros pour voyager dans le passé à l'aide de la DeLorean et offrir l'almanach au Biff Tannen de 1955. Puis il revient en 2015, où lorsque Marty et Doc retournent en 1985, ils atterrissent dans un présent modifié par les actions de Biff. C'est une incohérence, car ils ne respectent pas les règles instaurées par la saga. Que nous disait Doc Brown à ce sujet? Admettons que cette ligne droite représente le temps. À un moment situé en amont de ce point, quelque part dans le passé, le temps a infléchi sa course selon cette tangente, créant un 1985 différent de celui où nous sommes. Mais du coup, si Biff provoque le changement d'avenir en 1955, en se servant de la DeLorean pour revenir à son époque, il arriverait dans un 2015 totalement différent de celui qu'il a quitté. Donc la création de l'univers parallèle empêcherait la DeLorean de rejoindre la réalité où se trouvent Marty et Doc, qui seraient alors piégés dans cette version de l'univers sans jamais pouvoir en repartir. Enfin, à moins que Doc ne construise une autre machine à remonter le temps, quoi. Mais vu que retourner directement dans le passé fait passer Marty et Doc directement dans la réalité alternative, il faut donc en conclure que nos deux loustiques ne sont pas dans une réalité alternative, mais que le temps reste bel et bien une seule et unique ligne droite qui se modifie en fonction de ses actions. Ce qui expliquerait pourquoi Biff peut retourner en 2015 sans problème. L'ennui, c'est que du coup, l'époque aurait dû subir les modifications intrinsèques à ses actions de 1955. Et donc, Marty et Doc auraient dû subir les conséquences du changement d'univers. Mais attends, si Marty ne disparaît pas immédiatement lorsqu'il empêche ses parents de se rencontrer, c'est qu'il faut un peu de temps à la chronologie pour se réécrire. Oui et non. En effet, si on était resté avec le vieux Biff en 1955, avec un journal de 2015, les changements sur l'époque se seraient vus sur le journal progressivement. Quand Marty a résolu sa situation dans le premier film, il a aussi conduit son père à devenir courageux et à tenir tête à Biff Tannen. Résultat des courses, une fois de retour en 1985,
il revient dans un monde qui a déjà changé. Son père est devenu plus courageux, sa mère a minci, sa famille est plus heureuse, et Biff est l'esclave des McFly. Mythologie retournée à le futur 2. Détruite. Allez, balancez vos pouces rouges, je sais que vous attendez que ça. Dernier petit exemple, mais du côté du Japon cette fois, avec l'anime Steins Gate, qui nous raconte l'histoire d'Ocarine, un savant fou à moitié paranoïaque, qui se rend compte qu'une de ses inventions, le téléphone à micro-ondes, oui, c'est vraiment un téléphone à micro-ondes, fermez vos gueules. Me posez pas de questions sur la logique, Japon, voilà. Et ce téléphone lui permet d'envoyer des messages dans le passé. Et là aussi, l'anime va suivre sa propre logique, qui peut sembler assez incohérente par moments. Uchronie. Récit imaginaire prenant comme base de départ une évolution alternative de l'histoire. Reconstruction historique d'événements fictifs d'après un point de départ historique. En d'autres termes, on change un élément de l'histoire, et ce qui en découle, c'est de l'Uchronie. Bon, par contre, je vous demanderai de ne pas confondre Uchronie et anachronisme, qui là est une erreur dans la chronologie. Je pourrais vous citer de nombreux exemples, comme le film Gladiator par exemple. Prenons l'exemple de cette célèbre réplique de Maximus. À mon signal, déchaîne les enfers. À notre époque, ça passe. Au temps de la Rome antique, les enfers n'étaient pas vus comme un monde de feu et de flammes. Pour les Romains, les enfers, c'est le royaume des morts, point. De la même manière, se faire se battre les Romains dans la forêt, c'était peut-être très cool, mais ça colle pas non plus. À l'époque, les légionnaires se battaient quasi exclusivement sur terrain découvert, parce que ça leur filait l'avantage. La seule et unique fois où ils se sont vraiment battus en forêt, comme l'aurait dit Antoine Daniel, ils ont donné une nouvelle vérité à l'expression « Prendre une branlée monumentale ». Mais les anachronismes sont légion. Citons par exemple la ligne verte, où le héros Paul Edgecombe est responsable du quartier des condamnés à mort, qui sont exécutés sur la chaise électrique. Sauf que dans les années 30, l'époque où se situe l'histoire, la Louisiane exécutait ses prisonniers par pendaison. Vous allez me dire, ok, c'est très bien, mais c'est des détails, seuls les plus acharnés des observateurs vont les repérer. Et c'est vrai. D'autant que l'anachronisme peut être utilisé volontairement, généralement dans un but comique. Je peux par exemple vous conseiller le film Sacré Robin des Bois, qui en est volontairement blindé, ou bien encore la saga MP3, la 3ème Légion. Les anachronismes sont ici voulus, et suffisamment gros pour que personne ne les loupe. Écoutez-moi, vous pensez tous que César est un con. Vous pensez que le consul et son conseiller sont des cons. Que les émirs, la police et l'armée sont des cons. Et vous pensez qu'ils vous prennent pour des cons. Et vous avez raison. Mais eux aussi, parce que depuis le temps qu'ils vous prennent pour des cons, avouez que vous êtes vraiment des cons. Étonnamment cohérent avec l'époque actuelle ce film. Après, il arrive que certains auteurs ou scénaristes fassent volontairement quelques erreurs au niveau historique, soit pour simplifier la compréhension par le public, soit pour une autre raison, sans en faire pour autant une uchronie. D'ailleurs, revenons-en à l'Uchronie. Ah bah quand même, ça fait 1 heure que t'as dévié. Que peut-on donc faire avec l'Uchronie, cette réalité alternative? Eh bien absolument ce qu'on veut. L'exemple le plus parlant, et accessoirement le plus connu dans le domaine, c'est Le Maître du Haut Château de Philippe Cadic, sorti en 1962 et racontant l'histoire du monde suite à la fin de la Seconde Guerre mondiale, que les nazis ont gagné. Après, n'allez pas croire que l'Uchronie joue uniquement avec des nazis. On a par exemple la saga Chronique des Années Noires de Kim Stanley Robinson. Oui, le même qui a écrit la trilogie de Mars. Dans cet univers, on s'attache à découvrir le monde à son époque médiévale, mais dans une réalité où la peste noire a causé tellement de dommages à l'Europe qu'il ne reste plus que l'Inde, l'Islam et la Chine pour se partager la planète. L'Uchronie est même le principal pilier d'intrigue de la série de bande dessinée Jour J, qui nous raconte avec chaque tome une période de l'histoire qui se serait passée différemment que dans la réalité. Les Russes qui débarquent sur la Lune avant les Américains, Marie-Antoinette qui reprend les rênes de la France, l'empire de Napoléon qui n'a jamais connu de défaite, Léonard de Vinci qui termine ses projets d'armes pour vaincre l'ennemi, et c'est loin d'être tout. Si au niveau cinéma ça manque un peu de diversité, on peut tout de même bien se marrer avec New York 1997 et Demolition Man. Bah oui. Dans le deuxième, on considérait que le monde avait quasi sombré dans la criminalité en 96, époque où la technologie de la cryogénisation était connue et fonctionnelle, ce qui n'est pas aussi limité dans le domaine du jeu vidéo. On peut d'ores et déjà aborder le cas de BioShock. T'avais pas dit que BioShock c'était des univers parallèles? Tu vas me tirer dessus, c'est ça? Avec BioShock Infinite, oui, car c'est lui qui viendra apporter le thème des univers parallèles. Mais pour les 2 premiers épisodes, ce n'est pas le cas. Et en même temps... En effet, dans les 2 premiers épisodes, l'excentrique Andrew Ryan a fait construire une ville sous-marine utopique dans les années 60. Une ville qui ne souhaitait pas voir limitée par l'éthique ou la censure. Techniquement, c'est une uchronie. Car à moins d'une révélation surprise, aucune ville sous-marine n'a jamais été construite à cette période. Le problème, c'est que la ville de Rapture n'a pas particulièrement influencé le monde extérieur, et elle demeurait obstinément cachée.
Du coup, est-ce que c'est une uchronie? Oui et non. Un petit dernier pour la route, c'est l'univers de Fallout. Fallout, c'est du post-apo, non? Là, je vais te tirer dessus. Alors oui, le thème principal de Fallout, c'est son côté post-apo. Seulement, il dérive aussi de l'Uchronie. Quoi, vous vous étiez jamais demandé pourquoi, après une apocalypse survenue en 2077, les personnages partageaient toujours un look digne des années 50 et des ordinateurs qui auraient fait vieux dinosaures dans les années 80? Eh bien, tout simplement parce qu'en 1947, nos scientifiques ont inventé la technologie du transistor. Ce qui, par la suite, nous a permis de développer des écrans cathodiques, des bandes holographiques, etc. Sauf que cette découverte n'a jamais eu lieu dans l'univers de Fallout, d'où les nombreuses différences au niveau électronique. Bon, et dans Fallout, la guerre froide a duré 50 ans de plus. Mais bon, c'est un détail. Et enfin pour finir, comment oublier Watchmen? Que ce soit le film ou la bande dessinée, ça reste la même chose. Dans les années 60, suite à un accident scientifique, est apparu le docteur Manhattan. Doté de pouvoirs quasi illimités, ce super-héros aura permis la victoire des États-Unis lors de la guerre du Vietnam, tandis que Richard Nixon étouffait le scandale du Watergate et demeurait au poste de président jusqu'en 1985. Alors, petite particularité de l'Uchronie, elle contient elle-même son propre sous-genre, en la personne du rétrofuturisme, qui est une Uchronie, mais pas forcément. Alors le rétrofuturisme, c'est quoi? C'est tout simplement un monde, généralement basé dans un contexte assez similaire à celui du 19e siècle, mais dans lequel la technologie s'est bonifiée lors d'une période donnée. Généralement, on parle de steampunk, ce qui désigne un essor de la période victorienne et de ces machines à vapeur qui lui arrivent parfois, voire même souvent, de dépasser notre technologie actuelle. À tel point qu'ils auront carrément développé des automates et des prothèses biomécaniques avant même le début du 20e siècle, alors qu'on vient à peine d'en créer à notre époque. Il y a aussi le cas du dieselpunk, qui lui va plutôt focaliser son contexte sur le début du 20e siècle, avec une technologie davantage orientée sur le pétrole et l'électricité. Par exemple, Mad Max, c'est du dieselpunk. Et vous allez sans doute me demander, mais d'où ça vient le steampunk au juste? Si on se base sur le steampunk au sens où on l'entend, ses premières apparitions datent des années 1980, avec les œuvres écrites par un trio d'amis auteurs en hommage à la révolution industrielle. Ces trois précurseurs du steampunk, c'était Kevin Wayne Jeter, avec Morlock Knight en 1979, Tim Powers et ses Voix d'Anubis en 1983, ainsi que James Blaylock qui publiera Homunculus en 1986. Ces premières apparitions auront d'ailleurs une influence conséquente sur la plupart des lecteurs et sur de nombreux auteurs. Mais on pourrait cependant considérer que le rétrofuturisme est apparu bien plus tôt, notamment grâce à la série des Mystères de l'Ouest, qui mêlait à la fois le western, l'espionnage et une bonne partie d'inventions complètement farfelues. Mais de manière moins officielle, le rétrofuturisme existait bien avant. Mais à l'époque, il s'agissait surtout de SF d'anticipation, dont un des utilisateurs les plus connus et reconnus n'est autre que Jules Verne, avec ses nombreuses œuvres d'anticipation telles que 20 000 lieues sous les mers, Robur le Conquérant ou De la Terre à la Lune. Mais comme je vous l'ai dit, il s'agit là davantage d'histoires d'anticipation pour l'époque, et non d'une vision améliorée de notre passé. Et bien entendu, Verne n'était pas le seul à jouer dans cette catégorie. Personne n'a oublié les grands noms du style, tels que H.G. Wells, Mark Twain, Mary Shelley. On peut donc supposer que si le cadre de la révolution industrielle a tant inspiré ses premiers auteurs, c'était peut-être pour rendre un hommage à ces pionniers de la SF. Le steampunk, ça fait partie des catégories de SF les plus appréciées. Notamment pour son design, qui, admettons-le, pète la putain de classe, mais qui a en plus le mérite de pouvoir s'associer à n'importe quel domaine. Car oui, si l'Uchronie est très libre, il est néanmoins assez difficile d'avoir un point de divergence dans l'histoire. Un moment où les choses se sont différenciées de notre chronologie pour en arriver à ce résultat. Le steampunk, lui, n'a pas besoin de ça. Et c'est pour cette raison qu'on peut en trouver dans des univers très proches de la fantasy, comme Full Metal Alchemist ou l'Attaque des Titans. Dans Full Metal Alchemist, on suit l'histoire de deux frères, Edward et Alphonse Elric, qui sont des alchimistes d'État qui déambulent dans un univers très steampunk. En témoignent les prothèses d'Edward, qui, même si elles ne fonctionnent pas à la vapeur, ont un look très proche, avec plus de mécanique que d'électronique. Pour l'Attaque des Titans, eh bien, je suis l'animé, pas le manga. Je n'ai donc aucune idée d'à quoi ressemblait le monde avant que les géants n'apparaissent. Si ça se trouve, c'était un univers très similaire au nôtre, mais qui a dû s'adapter lorsque les titans sont apparus, en construisant d'immenses remparts et en créant le fameux matériel tridimensionnel qui leur permet de se déplacer très vite et d'atteindre facilement des poids élevés. Niveau jeu vidéo, je ne saurais que vous conseiller le jeu Dragon Commander, un jeu de stratégie qui vous met aux commandes d'un demi-dragon, fils adultère du précédent empereur qui a fini éliminé par ses propres enfants. Enfants qui se déchirent alors pour la possession du monde. Et bien que nous soyons dans un monde de fantasy, peuplé d'hommes lézards, de morts-vivants, de diablotins, vous disposez ici d'une technologie steampunk très avancée. Alors ne vous étonnez pas de voir des prothèses mécaniques ou des dirigeables en plein milieu d'une zone de combat. Et que pendant ceci, vous pourrez vous transformer en dragon et agir physiquement, ce qui est inhabituel dans un jeu de stratégie, et utiliser un jetpack pour aller 10 fois plus vite. Et comment faire l'impasse sur la série des Dark Project? En effet, dans le jeu, vous incarnez Gareth, un maître voleur qui évolue dans une période indéfinie du Moyen-Âge. Cependant, le pays où vous errez n'est jamais nommé, et la ville non plus d'ailleurs, étant juste appelée la Cité, et la dite ville possède un grand nombre d'éléments steampunk. Gareth lui-même, dès l'épisode 2, arborera fièrement un œil biomécanique.
qui lui permet de zoomer sur certains éléments, voire même de lancer de petites caméras qui seront liées à son œil. En Wi-Fi. Un peu dans le même genre, on pourra trouver la saga de Dishonored. On y incarne le garde du corps de l'impératrice du coin, dont on sera accusé du meurtre. Dans une ville menacée par une peste bubonique, avec des gardes montés sur les échasses robotiques et des boucliers désintégrant immédiatement tout intrus sur son chemin, le héros aura pour seul avantage quelques pouvoirs confiés par le Lucifer local. Certains vont me dire que Dishonored et d'autres ne sont pas vraiment du steampunk, ce qui techniquement est vrai, puisque la technologie de Dishonored n'est pas focalisée sur la vapeur, mais sur de l'huile de baleine. Généralement, quand on dit steampunk, on pense surtout à époque passée et technologie mécanique supérieure, même si cette dernière ne fonctionne pas à la vapeur. C'est cool le steampunk. Mais est-ce que ça a quelque chose à voir avec le cyberpunk? Plus ou moins. Pour être honnête, quand j'ai fait la séparation des thèmes de la SF, parce qu'il y en a quand même un bon paquet, on va pas se mentir, il fallait que j'aborde le cas du steampunk quelque part. Le problème, c'est que le steampunk, c'est aussi une catégorie de SF qui aborde le thème de la société. C'est pourquoi je vous propose d'aborder ce point dans la prochaine partie. J'espère que cette seconde partie sur la science-fiction vous a plu et qu'elle vous a permis de répondre à quelques questions. Pour ce qui est de la troisième partie, ne vous inquiétez pas, elle arrivera bientôt. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et à bientôt à bord de l'Universalis.